Bonsoir. Cette année, après avoir considéré il y a 2 ans, en 2017, la production architecturale de Frank Gehry, il était temps sans doute, depuis 5 ans que je m'exprime à cette chaire, que je m'arrête sur celle d'un autre grand inventeur de formes et de tenter d'en proposer une lecture d'ensemble. Le choix, en ce qui me concerne, ne faisait guère de doute, car il y a plus de 40 ans que, de façon irrégulière, de façon sporadique mais constante, je me suis intéressé à Le Corbusier, auquel j'ai consacré nombre de publications, d'expositions et autres productions. Mais ce n'est pas, et je commencerai ce cours par une sorte de dénégation, ce n'est pas par narcissisme ou par paresse que je consacre ce cours à Le Corbusier, mais bien à cause de sa contribution théorique et esthétique à la formation du monde contemporain, une contribution dont on prendra la mesure pendant ces 9 leçons et lors d'un colloque le 13 juin. Je voudrais commencer tout d'abord par quelques éléments quantitatifs. Le portrait donc, de Le Corbusier en 1932, à un moment tout à fait déterminant de son activité d'architecte et d'urbaniste, qui sera au centre de mon propos. Je voudrais ici revenir, pour commencer, sur la dimension quantitative de son œuvre, afin de mesurer l'ampleur des enjeux. Entre 1907, lorsqu'il acheva la première maison qu'il avait dessinée, la maison Fallet, dont je parlerai la semaine prochaine, et sa mort en 1965, et les années qui suivirent, pendant lesquelles certains de ses bâtiments furent achevés, Le Corbusier a produit environ 400 projets de Le Corbusier. Qu'entends-je par là? Le Corbusier n'était pas un individu isolé, mais au sein d'une agence dans laquelle son cousin architecte, lui aussi, fut son associé pendant presque 20 ans, entre 1922-23 et 1940. Donc, au sein de cette agence, Le Corbusier a produit environ 400 projets d'urbanisme et d'architecture. Il en a réalisé environ 75, ce qui comprend beaucoup plus de bâtiments pour ceux qui en comprennent un certain nombre, comme la cité de Pessac. Son agence a produit environ 32 000 dessins qui se rapportent à ses projets. Le Corbusier, de sa main cette fois, et pas par celle de ses collaborateurs, a peint environ 400 tableaux. Par la main du menuisier breton Joseph Savina, il a produit des dizaines de sculptures. Il a laissé plus de 8000 dessins de voyage, dessins d'art, esquisses pour ses tableaux, des cartons de tapisserie, des dessins pour des émaux, des ensembles mobiliers, des meubles isolés, des luminaires. Il a aussi, et ce sera évidemment important dans mon propos, rédigé et publié des centaines d'articles et une quarantaine d'ouvrages dont la résonance fut et reste pour beaucoup d'entre eux encore mondiale. Cet ensemble très vaste, qui n'est comparable sans doute dans l'architecture du XXe siècle qu'à la production de quelqu'un comme Frank Lloyd Wright, encore que Wright ait conçu près de 2000 projets, et s'il en a exécuté 400. Donc cette contribution dont les traces sont pour l'essentiel, en tout cas celles qu'avait conservé Le Corbusier, sont pour l'essentiel gardées et valorisées par la Fondation Le Corbusier à Paris. Cet ensemble a été en très grande partie inventorié, catalogué, commenté. Il y a encore des zones d'ombre ou des zones dont je dirais le recollement et l'analyse détaillée n'a pas complètement été faite. C'est le cas pour les dessins dont s'occupe mon excellente collègue Daniel Poli, qui parlera le 13 juin lors du colloque. Ici, vous voyez une confrontation de l'œuvre bâtie à droite, les bâtiments photographiés par Richard Pear, et l'œuvre imprimée à gauche, une exposition que j'avais conçue à Moscou, où j'avais organisé, selon une vertigineuse vitrine horizontale, la série de toutes ces publications face à un choix de bâtiments. Cette œuvre diverse et abondante fait de Le Corbusier une figure déterminante de la pensée et de la pratique de l'architecture au XXe siècle. Elle a aussi, cette pensée et cette œuvre, été des plus scandaleuses. Le public étant à intervalles réguliers menacé d'un retour de Le Corbusier, comme ce le fut avec cette affiche belge il y a quelques années.
Le Corbusier a donc, je dirais, a donc pratiqué une sorte d'éternel retour au travers de sa réception contradictoire qui le reste aujourd'hui. Donc, je m'évertuerai ici à ne pas en rester aux slogans, ni à ceux des partisans de Le Corbusier, qui souvent se contentent de slogans, de mots creux, de faux concepts, parfois de faux concepts proposés par Le Corbusier lui-même, et je m'arrêterai encore moins aux slogans de ses adversaires les plus injustes et les plus dogmatiques. Il n'est pas inutile à ce propos de rappeler, puisque dans le titre de cette conférence je parlais d'outrage, de rappeler ce que dit André Malraux le 1er septembre 1965 dans la cour carrée du Louvre à l'occasion des obsèques nationales de Le Corbusier. Je cite Malraux, « Aucun autre que Le Corbusier n'a signifié avec une telle force la révolution de l'architecture parce qu'aucun n'a été si longtemps, si patiemment insulté. » Et Malraux ajoutait « La gloire trouve dans l'outrage son suprême éclat, et cette gloire-là s'adressait à une œuvre plus qu'à une personne qui s'y prêtait peu. » Je lui laisse la responsabilité de ce propos. Mais l'outrage a été, l'insulte et tout simplement la critique, a été une donnée permanente de l'activité de Le Corbusier. Il est d'ailleurs possible de dresser une chronique de ces réactions négatives qui se calquerait précisément sur les développements de son œuvre écrite et bâtie. Quelques moments aigus pour nous orienter. Dans les années 20 et la publication de ses premiers articles iconoclastes dans les pages de la revue qu'il a fondée en 1920 avec Amédée aux enfants, l'Esprit nouveau, Le Corbusier s'attire les critiques des bien-pensants conservateurs, tout autant que celles d'auteurs, par ailleurs fermement ancrés à gauche. Ces attaques portent non pas sur ses positions politiques explicites, encore que, mais sur ses affirmations théoriques et sur les formes qu'il propose pour les édifices et les villes. Ces attaques ont connu des saisons intenses au début des années 30, avec celle d'Alexander von Zenger à gauche, la torche de Moscou, celle de Camille Mauclerc à Paris et celle des dénonciateurs soviétiques du corbusianisme de l'autre côté. Dans les années 50, l'unité d'habitation de Marseille a été à la fois considérée comme une menace pour la santé mentale des populations et comme un projet presque totalitaire, s'attirant les reproches de personnages aussi divers que Pierre Francastel, Frank Lloyd Wright ou Lewis Mumford. Il n'y a rien d'étonnant ensuite que la formulation du discours postmoderne au début des années 80 se soit accompagnée d'une nouvelle vague d'attaques portant à la fois sur les visions urbaines de Le Corbusier et sur ses stratégies esthétiques. Insultes et outrages se sont ainsi perpétués depuis pratiquement 100 ans. Mais ces coups de canif répétés n'ont pas pour autant entamé la figure d'un créateur, s'ils ont laissé des stigmates, n'ont pas entamé la figure de ce créateur aux registres multiples dont l'étude a mobilisé des centaines de chercheurs, certains d'entre eux présents dans la salle, et se poursuit de génération en génération. Quelques rappels biographiques pour commencer, ou quelques éléments d'aperçu, je dirais, longitudinaux sur la production de Le Corbusier. Évidemment, et avant tout, Le Corbusier est un architecte et un urbaniste. Un architecte, cela n'a rien d'étonnant. Un urbaniste, c'est plutôt nouveau, puisque cette discipline, l'urbanisme, est inventée précisément au début du XXe siècle et que le jeune Le Corbusier opère dans la conjoncture de la naissance de l'urbanisme. Je dirais qu'il y a dans sa production, finalement, elle s'étend de 1907 à 1965, mais en fait, elle ne correspond sur le fond, quand on regarde l'essentiel des œuvres, qu'à deux âges d'or d'une quinzaine d'années. Le premier, c'est la période qui s'étend de 1920, du début de sa production écrite et ses premiers chantiers parisiens, au milieu des années 30, lorsque ces chantiers s'épuisent sous l'effet de la crise. Donc une quinzaine d'années marquées par des grands projets urbains, le plan voisin, par des bâtiments extraordinaires comme la Villa Savoie. Puis un deuxième cycle d'une quinzaine d'années entre 1950, quand la reconstruction s'engage, et 1965, 15 ans aussi,
que j'évoquerai ici avec l'église de Ronchamp et le plan de Chandigarh, la seule ville dont Le Corbusier n'ait jamais conçu le plan. Donc architecte urbaniste, évidemment, et ce sera au centre de mon propos. Mais Le Corbusier est aussi, indépendamment des dessins qui servent à faire des bâtiments, des dessins, des projets que pratiquent les architectes et les urbanistes, ce fut un très grand dessinateur, un très grand enquêteur par le dessin, dès ses voyages de formation, dont je parlerai la semaine prochaine, ici en Toscane en 1907, lors de son premier voyage loin de ses montagnes natales. Un dessinateur, j'y reviendrai, qui utilise et qui a complètement et transforme sa manière de voir dès lors qu'il parcourt le monde sur de nouvelles machines, automobiles ou aéroplanes, par exemple. Donc quelqu'un qui enregistre ce qu'il voit et qui range tous ses dessins, toutes ses observations visuelles dans une sorte de gigantesque mémoire d'images qu'il ne cessera d'utiliser jusqu'à la fin de sa vie, sur laquelle il ne cessera de revenir. Aussi un dessinateur inattendu, ici, il n'est pas dans l'avion, il n'est pas dans les rues, il serait plutôt dans le boudoir ou dans une maison dite close. Le Corbusier est aussi un grand observateur du corps féminin. D'autres composantes de son travail sont importantes, et je voudrais les situer pour commencer. Encore une fois, on les verra réapparaître au fil des séances. Son rapport à la technique, tout d'abord. J'en dirai un mot la semaine prochaine, car il se noue dans le fil plutôt diachronique de mes cours, car ce fil se noue à La Chaux-de-Fonds, ville du Jura suisse où il naît, et qui est une ville à la fois industrielle et très internationalisée. C'est une ville dans laquelle le culte de la technique et celui de l'échange sont poussés au plus haut degré, on le verra. Ce rapport à la technique, il explique par exemple que lorsque Le Corbusier imagine son propre système de construction en béton armé, il s'attache à déposer un brevet politique qu'il poursuivra tout au long de sa vie, s'efforçant de verrouiller ses inventions par des brevets. De ce point de vue-là, il s'inscrit dans une pensée technique qui est celle des ingénieurs, qui est celle des entreprises, qui protègent leurs idées. Il le fera avec les matériaux nouveaux comme le béton armé, mais il serait vain de voir dans Le Corbusier simplement le prophète de l'acier, du béton ou du verre. C'est aussi quelqu'un qui s'intéresse aux techniques plus anciennes, voire archaïques de construction. Ici, le projet des maisons Murondin, qu'il élabore pendant la guerre et qui sont censées, dans une économie de pénurie, être construites avec des troncs d'arbres et de la terre tassée. Donc le rapport Le Corbusier à la technique n'est pas un rapport unilatéralement orienté vers l'invention la plus moderne et la plus radicale. La technique est un champ plus vaste dans lequel il sait faire des choix très différents. Enfin, Le Corbusier était-il un homme de chantier ? On le voit ici sur le chantier du Centro-Soyouz de Moscou en 1930, le plus grand bâtiment qu'il édifie dans la première partie de sa trajectoire, ses premières 15 années, incontestablement. Il ne sera dépassé en termes d'échelle que par l'unité d'habitation de Marseille autour de 1950. Il inspecte son chantier, mais c'est plutôt une rareté. Le Corbusier est plutôt un homme d'études, un homme d'agence, un homme des négociations avec les clients qu'un homme de chantier. Ce bâtisseur est donc d'abord, dans l'exercice de projet, quelqu'un qui s'est passionné pour la géométrie et pour la question des proportions en architecture. Malheureusement, ces images déformées en donnent une idée fausse. Cet intérêt pour la géométrie est un intérêt presque, je ne dirais pas congénital, mais en tout cas qui remonte à sa plus tendre enfance, lorsque, à La Chaux-de-Fonds, il découvre, grâce à sa maman et grâce à ses instituteurs, le système pédagogique de Froebel, qui est fondé sur l'utilisation de solides, de surfaces décomposées en forme élémentaire. Ce même système qui est censé avoir formé la vocation
de Frank Lloyd Wright dans un faubourg de Chicago. Il est intéressant de noter que Froebel avait enseigné à Yverdon, à quelques lieues de la Chaux-de-Fonds dans le premier tiers du XIXe siècle. Donc Le Corbusier, plus tard, n'aura de cesse de chercher à identifier les systèmes géométriques qui permettent de dessiner des bâtiments. Ici, une page de l'Esprit nouveau dans laquelle il s'intéresse, republiée dans Vers une architecture, il s'intéresse aux proportions de la porte Saint-Denis à Paris. Il le fera avec d'autres bâtiments historiques. Et il développera, à la suite de cela, un système proportionnel, un système de mesure qui lui permettra à la fois de concevoir des bâtiments et de vérifier les qualités esthétiques des bâtiments qu'il découvre et qui, comme par miracle, pourront justement être considérés comme relevant des mesures de ce modulor présenté pour la première fois sous forme de mètre ruban à New York en 1947, modulor qui va encadrer une partie de son œuvre tardive. Donc un géomètre, et l'élaboration du modulor est un travail assez complexe dans lequel son équipe s'intéresse beaucoup aux mathématiques et à des analyses faites par ses prédécesseurs obsédés par la théorie des nombres et des proportions. Le Corbusier urbaniste, c'est vrai évidemment, comme je l'ai déjà souligné, son intérêt pour la chose urbaine, son intérêt pour la forme des villes, la construction des villes, disait-on alors en traduisant en français le Städtebau allemand, son intérêt remonte aux premières années du XXe siècle lorsqu'il découvre, notamment en Allemagne, les travaux de ceux qui réfléchissent sur la grande ville. Vous pourriez voir, si cette image était calée proprement sur l'écran, le schéma de développement de Berlin proposé au concours de 1910, qui est un document très important pour lui, pour sa conception de la grande ville. À gauche, les études sur les transformations de Paris et les réflexions sur la ville future de Hénard, qui sont après un premier moment dans lequel il s'intéresse à l'urbanisme pittoresque, à l'origine de ses théories urbaines. Ces théories urbaines, il tentera de les faire partager pendant 3 décennies à ses collègues des congrès internationaux d'architecture moderne. Nous voyons ici l'image, le portrait de groupe du congrès inaugural de 1928 à la Sarraz, où Le Corbusier se trouve ici à côté de la marraine des congrès, Hélène de Mandreau. Les congrès propageront toute une série de positions qui ne seront pas exclusivement celles de Le Corbusier. Il ne cessera de s'y battre contre ses contemporains dans les années 30 et contre la jeune génération, contre les suivants dans les années 50 pour défendre ses idées. Les congrès reprendront cependant quelques-unes de ces idées, et notamment ces idées résumées en slogans quantifiés comme des slogans de publicité, les 4 fonctions urbaines, les 5 points d'une architecture moderne, d'une architecture nouvelle, dont Le Corbusier se fait le héros, les 4 routes sur lesquelles il publie un livre, les 7 voies, dispositif selon lequel il divise les différents types de voies urbaines après 1945. Donc cette prédilection pour les nombres magiques, on la retrouve dans les manifestes qu'il essaye de faire publier par les SIAM, par les congrès, parfois en transformant, en éditant très sérieusement leurs conclusions. Le Corbusier est enfin indissociablement urbaniste aussi, je l'ai dit. Ici, nous voyons un de ses projets justement trinitaires, les 3 établissements humains proposés en 1945, qui en fait reprend des idées qu'il a empruntées ici, la cité linéaire industrielle, qu'il a empruntée à certains de ses prédécesseurs, notamment au Russe Milioutine. Le Corbusier et le livre. Je disais que Le Corbusier a publié 45 ouvrages majeurs, ce qui est tout à fait significatif à côté des 75 projets majeurs qu'il a réalisés. Le Corbusier est un lecteur,
Vous voyez ici cette magnifique photo de son appartement de la rue Jacob, où il est assis devant une pile de livres entassés, se montrant à sa table de travail, écrivant studieusement. Le Corbusier est un lecteur, il a été formé à la lecture par un de ses gourous, par un de ses mentors, l'historien William Ritter. Il est également très tôt écriveur, très tôt auteur. Il lui est en quelque sorte enjoint de se mettre à l'écriture par son premier maître, Charles Le Platonnier, qui lui demande d'écrire un livre, qui lui conseille d'écrire un livre sur l'urbanisme. Il est mis à l'ouvrage par son autre gourou, maître à penser, qui est William Ritter, qui lui demande de rapporter un livre de son voyage d'Orient. Il est également mis à l'ouvrage par son employeur parisien, son premier employeur parisien, Auguste Perret, qui lui demande d'écrire un livre intitulé France ou Allemagne, point d'interrogation, qui est un livre qu'il discute avec lui, pour expliquer que les artistes modernes ne sont pas des agents allemands, comme on leur en fait le reproche au début de la Première Guerre mondiale. Donc le parcours de Le Corbusier est jalonné d'ouvrages publiés et parfois d'ouvrages abandonnés, comme ce sera le cas pour celui-ci. Il est intéressant de voir que lorsque le premier volume de l'œuvre complète est publié à Zurich en 1930, une page entière est consacrée à Le Corbusier als Autor, Le Corbusier comme auteur, avec les volumes de la collection de l'Esprit Nouveau, dont il soigne totalement la mise en page. Ainsi que Catherine Desmet, l'historienne de l'art Catherine Desmet l'a montré, les livres de Le Corbusier sont conçus comme des projets intégraux, comme des projets complets, et pas simplement comme des textes illustrés. Le meilleur exemple en étant le poème électronique qu'il publie en 1958, en parallèle à la réalisation du spectacle éponyme, c'est le spectacle qui donne son nom au livre, dans le pavillon Philips de l'exposition de Bruxelles. Pavillon Philips est une sorte d'œuvre d'art totale, projection, musique, couleurs, immersion complète. Le livre prolonge sur le papier cette idée de l'œuvre d'art totale. Le Corbusier est aussi, et vous voyez que je ne cesse de le regarder sous différents angles, est aussi peintre. Il devient peintre autour de 1920, peu avant 1920, et laisse une première série de tableaux absolument magistraux, sans lesquels il est très difficile de comprendre son architecture des années 20. Deux des plus importants se trouvent ici. Il deviendra sculpteur par procuration après la guerre, après 1945, lorsqu'il dessinera des sculptures que Joseph Savina, donc menuisier breton, se chargera d'exécuter et que Savina lui renverra pour qu'il les peigne lui-même. Le Corbusier est aussi, contrairement à ce que certains ont voulu dire, je ne parle pas des critiques contemporains, mais je parle des critiques des années 20 ou 30 qui voyaient en lui un nihiliste total. Comme beaucoup l'ont montré, Le Corbusier était un grand lecteur et quelqu'un qui tirait des leçons de ses lectures. Lecture philosophique, lecture poétique, lecture romanesque. Ici, un des livres qui montre combien son intérêt pour la lecture et pour certaines formes de théorie avec une grande dimension littéraire et cyclique, c'est le Zarathustra de Nietzsche qu'il lit une première fois lorsqu'il est jeune homme à Paris. Vous voyez son adresse ici, 3 quai Saint-Michel, pas loin d'ici, et vous voyez sa deuxième adresse parisienne, et vous voyez les notes qu'il fait en 61 lorsqu'il reprend ce livre et qu'il le lit et qu'il en lit sa propre lecture. Le rapport à Nietzsche est très important, j'ai eu l'occasion d'en parler ailleurs, et d'autres l'ont fait aussi. Rapport avec Michel-Ange, par exemple, avec qu'il ignore pendant ses premiers voyages en Italie, qu'il découvre à Paris, dans la salle de lecture de la Bibliothèque nationale. C'est alors qu'il peint cette aquarelle à Michel-Ange tendrement et respectueusement. Et ensuite, il découvre à Rome, quelques années plus tard, ces bâtiments.
et les reproduit dans ses publications. Un autre exemple de ce caractère récurrent, de ce caractère cyclique de ses intérêts, pas simplement pour les textes, mais aussi pour les villes, c'est son rapport à Venise, par exemple, ville sur laquelle il n'écrit pas grand-chose, il la dessine un peu au début des années 20, mais à laquelle il s'adresse en 1935 pour y voir un modèle d'urbanisme fonctionnaliste, vous le voyez ici, et ville dans laquelle qu'il revient observer pour étudier son projet d'hôpital dans les années 60. Enfin, à la fin de sa vie, Le Corbusier est un lecteur qui se projette vers les grands textes mythiques, les grandes épopées, que ce soit l'Iliade, dont il gribouille un exemplaire, dont il illustre, disons, pour être gentil, un exemplaire au point de le rendre illisible, Don Quichotte qu'il fait relier dans la peau de son chien pour pouvoir caresser ce volume pendant ses voyages en avion. Le Corbusier intime, social et politique, je voudrais terminer ce panorama par ces aspects. Le Corbusier est un homme profondément déterminé par le roman familial. Le roman familial le conduit à écrire à sa mère qui vit jusqu'à sa 100e année pratiquement toutes les semaines et plus pendant environ 50 ans. Pourquoi lui écrit-il? Pour lui parler de ses exploits et pour lui montrer que le vrai génie de la famille, c'est lui, et pas son frère Albert, son aîné Albert, musicien, qui était considéré comme étant la vedette chez les Jeanneret, qui était plus musicien qu'artiste. Donc il lui faudra des décennies pour tenter de convaincre sa mère, sans doute en vain, de son génie. Et elle ne cessera d'être un témoin très, très intéressant, elle ne cessera de partager avec elle ses triomphes et parfois très, très rarement ses déceptions. Cette correspondance a été magnifiquement publiée, et il est facile de la lire. Ses amis, ce sont des femmes, son épouse Yvonne Galis, ce sont des artistes comme Léger. Les figures paternelles sont très importantes au début de sa vie. J'en ai évoqué quelques-unes et j'y reviendrai. Celle d'Auguste Perret que l'on voit ici, qui lui apprend à construire et que l'on voit ici jouer de l'accordéon facétieusement sur sa terrasse de la rue Franklin. William Ritter qui lui apprend à écrire. Charles Le Platonnier qui lui avait appris à dessiner, dont je parlerai la prochaine fois. Aux enfants qui lui apprend à peindre et qui aussi lui apprend tout simplement Paris. Il lui apprend le mode d'emploi de Paris. Et puis, il y a d'autres personnes que l'on verrait si cette projection était cadrée correctement. Par exemple, Charlotte Perriand, ici, avec laquelle il entretiendra des relations très, très difficiles pendant une dizaine d'années et qui se calmeront par la suite de la fin des années 20 à la fin des années 30. Donc le Corbusier n'est pas simplement façonné par ses gourous, il est aussi, ses attitudes et parfois ses attitudes politiques sont façonnées aussi par ceux qui travaillent dans son agence, les plus jeunes ou ses associés. Enfin, politique, Le Corbusier se donne comme mission d'être un expert national et international de l'architecture et de l'urbanisme, quelqu'un qui s'adresse au pouvoir et donc il ne manque pas de s'adresser au pouvoir, d'essayer de saisir toutes les occasions se présentant à lui pour réaliser ses projets sans jamais pour autant les infléchir. C'est toujours le même projet qu'il vend à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Alors ici, deux de ses interlocuteurs importants furent Lunacharsky, le ministre de l'Instruction publique des gouvernements bolcheviques entre 1917 et 1932, Bottai, qui était un des chefs de file de l'aile corporatiste et modernisatrice du fascisme. Je vous ferai remarquer que ce n'est pas avec Staline ou avec Mussolini, bien qu'il n'ait essayé de rencontrer ce dernier, qu'il construit des rapports. Évidemment, il est construit avec ces hommes politiques qui sont des médiateurs entre les régimes et les intellectuels. Dans la politique française, Le Corbusier ne cesse de s'adresser à la gauche
Et à la droite, à la gauche, il a comme interlocuteur le maire SFIO de Boulogne, André Morizet, et le maire communiste de Villejuif et député Paul Vaillant-Couturier, auquel il propose souvent les mêmes idées, parfois de façon assez suicidaire professionnellement. J'y reviendrai. Enfin, à l'approche de la guerre, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, il est lié à des cercles réformateurs des années 30 qui, pour certains, finiront à Vichy et d'autres dans la Résistance. Et ici, deux de ces personnages avec lesquels il tentera en vain, à gauche, avec Lagardelle, d'obtenir des soutiens lui permettant de réaliser certains de ses projets dans un très mauvais moment, l'occupation, pendant lequel on ne construit pas, et à droite, Claudius Petit, qui ne cessera de le soutenir après la guerre. Alors, il est évidemment, vous en êtes bien conscient, impossible de proposer un tableau d'ensemble en 9 séances des hypothèses, des conclusions, ou plus généralement des récits de la science corbusienne, si je puis m'exprimer ainsi. La dernière tentative plus ou moins de dresser une synthèse fut celle de l'encyclopédie publiée par le Centre Pompidou en 1987 sous la direction de Jacques Lucan, donc ça fait environ 30 ans, encyclopédie dont Bruno Reichlin et moi-même avions élaboré le principe. Je prendrai donc un axe assez spécifique. En effet, il n'est pas impossible de s'intéresser de près aux œuvres, aux conjonctures des œuvres, aux épisodes biographiques, et surtout de détecter des thèmes implicites ou négligés qui associent les discours et les projets, à condition d'avoir une stratégie, je dirais, thématique, ou en tout cas une stratégie qui partiellement considère des axes traversant ou des matrices autour des axes ou des matrices autour desquelles la production Le Corbusier s'organise. Ainsi, en 2013, à l'occasion d'une exposition du MoMA, j'avais mis en évidence la préoccupation de Le Corbusier pour le paysage, dont l'analyse au fil des décennies révèle des modèles récurrents et permet de reconsidérer des œuvres très importantes. Les hypothèses initiales de cette entreprise avaient à l'époque été largement confirmées par les contributions des auteurs rassemblées dans cet ouvrage, ce qui me permet aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais faire devant vous, de revenir sur elles et d'en proposer une sorte d'intégrale dans laquelle des plans fixes sur certaines situations déterminantes seront inscrits. Donc, je voudrais ici revenir aujourd'hui sur quelques thèmes présents dans l'introduction que j'avais donnée à ce catalogue et qui reste inédite en français. Alors, premier point. S'il est une tâche presque aveugle dans la littérature extraordinairement abondante, je ne l'ai pas quantifié, mais ce sont des milliers d'articles et des centaines de livres consacrés à Le Corbusier depuis les années 20, s'il est donc une tâche presque aveugle, c'est celle de son rapport au paysage. Si on comprend le paysage à la fois comme une pratique d'observation, comme un stimulant pour l'invention architecturale, comme un horizon pour celle-ci, et comme un champ très fertile de références métaphoriques. Pourtant, peu d'architectes ont été aussi précisément critiqués et étudiés que Le Corbusier. Comme je l'ai dit, tous les registres de sa production, des édifices au plan de ville, des peintures au dessin et aux publications, ont été scrutés. Les stéréotypes persistent cependant, conséquence souvent de la rhétorique de Le Corbusier lui-même, qui n'a cessé de se présenter comme le prophète d'un nouvel urbanisme, dont la mise en œuvre par des architectes moins brillants et des institutions anonymes a souvent été synonyme de monotonie, voire d'oppression à son corps défendant. Je voudrais, par exemple, il a souvent été affirmé que Le Corbusier n'avait aucune position devant le paysage. Je prendrai comme exemple le texte d'un auteur qui s'appelle Jan Voudstra et qui écrit dans les années 2000, autour de 2000, je cite, « Les idées de Le Corbusier sur le paysage sont simplistes et dirigées obsessivement vers le contrôle de l'environnement, sans intérêt pour les besoins des gens, sans sympathie et sans sensibilité envers les gens, les lieux et la nature. » Une sorte de brute.
Ce propos n'a rien de neuf et on peut retourner aux diatribes de Fonsänger et des réactionnaires suisses ou allemands contre une architecture qui serait nomade, sans aucun ancrage au sol ou la région, pour trouver dès les années 30 la première formulation de ce type de discours. Seuls quelques rares auteurs ont su analyser la part du paysage dans ces projets, et toujours à propos de projets précis. Chandigarh avec Caroline Constant, la petite maison de Corso, vous voyez ici, avec Bruno Reichlin, ou certaines de ces machines à cadrer le paysage avec Béatrice Colomina. À l'exception de ces analyses, d'un numéro de Casabella dont Bruno Reichlin et en partie moi-même avions été partie prenante il y a aussi une trentaine d'années, et d'une rencontre de la Fondation Le Corbusier, cette dimension de son travail reste inexplorée. Sans doute, cette préoccupation est-elle si présente, si collée à l'œuvre architecturale, urbanistique, picturale et littéraire de Le Corbusier qu'elle en devient invisible, comme la lettre volée d'Edgar Poe. Il n'est pas inutile à ce propos de préciser comment j'entendrai la notion de paysage, et je le ferai très rapidement. Je parlerai à la fois de la forme visible de l'espace que dénote le paysage, mais aussi de sa représentation graphique, picturale ou photographique. Et je vous renvoie de ce point de vue-là à des travaux comme à ceux d'Alain Roger. La relation au paysage chez Le Corbusier est à la fois manifeste, comme on le verra plus loin, et latente dans une grande partie de son activité où la référence est diffuse. Mais la notion n'est pas ignorée, n'est ni ignorée ni théorisée dans ses écrits. Le Corbusier n'a pas ignoré les travaux des géographes français comme Vidal de Lablache ou Brune, et chez lui, la notion de paysage, qui reste intuitive, est ouverte à des significations multiples. Le Corbusier aborde cet enjeu, ici un très beau panorama des années 50, selon des modalités très diverses. L'observation est dans tous les cas première, et c'est par la vision qu'il le découvre. Lui qui se définira dans son ultime livre, inachevé à sa mort, mis au point, en écrivant, je cite, « Je suis un âne, mais un âne qui a un œil ». En fait, il n'en avait qu'un, apparemment, puisqu'il était devenu borgne à la suite d'un accident ou à la suite d'un incident au début des années 20. C'est d'ailleurs un des grands mystères de la vie de Le Corbusier, que cet homme qui a conçu incontestablement des lieux tridimensionnels, voire multidimensionnels, n'est vu correctement que d'un œil. Donc, l'observation est dans tous les cas première, et c'est par la vision qu'il se découvre. Puis la notation, l'enregistrement, le dessin, le récit. Les paysages observés le sont à partir de schèmes artistiques changeants, des tableaux ruskiniens de Le Platonnier, son maître, qui jalonne sa vision des montagnes lorsqu'il se promène dans le Jura, aux tableaux post-impressionnistes de Signac, aux remémorations de ses visites dans les musées d'Europe et à des expressions tout à fait fantastiques par ailleurs. C'est à partir de ces postures se construisent ces projets de bâtiments et ces plans de ville. Les premiers, les bâtiments, prennent en compte non seulement la situation des édifices imaginés et leur environnement immédiat, mais aussi les horizons sur lesquels ils ouvrent leur baie. Le Corbusier dessine ce panorama de Paris alors qu'il essaye de vendre son projet à bien des égards effrayants pour un hôtel sur les terrains de la gare d'Orsay. Les seconds, les projets urbanistiques qui tendent à transformer des territoires, en y générant des paysages à la mesure de cet âge de la machine dont Le Corbusier entend être le grand interprète. Le propos se développe donc de l'échelle microscopique des abords des édifices et des petits paysages que ceux-ci enferment ou supportent à l'échelle macroscopique des ensembles urbains et des grands sites. Et je voudrais ici revenir sur la notion d'atlas que j'avais utilisée pour cette exposition à New York, en citant ce qu'en dit d'Alembert. 2 siècles après la première utilisation du terme d'atlas en 1585 par le mathématicien et géographe flamand Mercator, d'Alembert écrit dans l'article Atlas de l'Encyclopédie, je cite, « On a donné ce nom à des recueils de cartes géographiques de toutes les parties connues du monde. Soit parce qu'on voit sur une carte les parties de la Terre, comme si on les considérait du sommet du mont Atlas, que les anciens
qui en ont tant dit de choses regardaient comme le plus élevé qu'il y eût sur le globe, soit plutôt par la raison que les cartes portent, pour ainsi dire, le monde, comme la fable a supporté qu'il était porté par Atlas. Ces deux postures s'appliquent à Le Corbusier, volant à une altitude supérieure, on le voit ici, à celle de la chaîne de montagnes marocaine, mais aussi investi dans des projets tendant à former le soubassement du monde moderne. Alors, je ne voudrais pas être trop long aujourd'hui, et je voudrais revenir à souligner un aspect qui me semble totalement déterminant dans cette relation de ces projets au paysage. Ses adversaires n'ont cessé de reprocher à Le Corbusier son indifférence au site de ses projets. Il est vrai qu'il s'est efforcé pendant des décennies de formuler des projets génériques, susceptibles d'être implantés en des lieux non déterminés. Mais les édifices imaginés à partir de 1914, comme les maisons Domino, Monol, Citroën ou Loucheur, l'unité d'habitation ou le musée à croissance illimitée, l'ont souvent été en référence à un site parfois idéalisé. Donc c'est un site qui parfois génère le projet, même s'il a une visée générique. Et les plans d'urbanisme, comme ceux de la ville contemporaine ou de la ville radieuse ou de la cité linéaire industrielle, qui sont donnés comme ayant une portée universelle, trouvent aussi leur origine dans une situation locale. C'est le cas pour la ville radieuse qui résulte de la généralisation de la construction en principe général d'un projet élaboré pour Moscou. Dans le cas de la maison Domino, dont on a vu tout à l'heure le concept graphique, elle est très rapidement mise en œuvre. Le Corbusier entendait que ce projet ce brevet serve à reconstruire les villes détruites pendant la Première Guerre mondiale. Il n'en fut rien et il tenta aussi, et en vain, de reconstruire Messine dévastée par un tremblement de terre. Il est frappant, à propos de toutes ces questions, de constater que les fameux 5 points d'une architecture nouvelle, formulés par Le Corbusier en 1927 à l'occasion de l'exposition de Stuttgart, de ces 5 points, 3 sont en rapport direct avec la question du paysage. Comme il l'écrit en 1927 dans l'Architecture vivante, pour 2 d'entre eux, les pilotiers et le toit-terrasse. Je cite, « La maison est en l'air, loin du sol, le jardin passe sous la maison, le jardin est aussi sur la maison, sur le toit. » C'est de micro-paysages qu'il s'agit ici. Quant à la fenêtre en longueur qui opposera si vivement Le Corbusier et Perret, elle a comme première caractéristique d'offrir une vue panoramique sur le paysage. 2 des dimensions principales du rapport de Le Corbusier au paysage sont donc prises en compte dans cette formulation propagandistique plus que théorique de son œuvre. La curiosité de Le Corbusier pour le paysage l'habite pendant 6 décennies. Elle s'amorce dès son éducation à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds. Son premier mentor ne se contente pas de le familiariser avec les arts industriels ou de lui faire lire Ruskin, il forme ses élèves à l'étude de la nature au cours d'excursions sur les sommets, comme le note le disciple Le Corbusier en 1950. Je cite, en parlant de lui à la 3e personne. « Sous la conduite d'un excellent maître, il, c'est lui, observe des phénomènes bien loin de la ville dans la nature du Haut-Jura. » Et il ajoute « La nature est ordre et loi, unité et diversité illimitée, finesse, force et harmonie. » La quantité des dessins qu'il réalise dans le Jura, et aussi des photographies qu'il réalise pendant un bref moment, puis lors des voyages en Italie, en Orient, puis à Paris et dans les régions françaises, montre bien que même s'il s'intéresse aux principes fondateurs et constitutifs des paysages, il reste attaché à leur aspect. Le deuxième mentor dont j'ai déjà parlé, l'écrivain neuchâtelois Ritter, poursuit son éducation en l'envoyant sur les routes d'Europe, et c'est à son instigation qu'il découvre les Balkans. Alors, attentif dès le début à ces grands paysages des montagnes et des rivages, à ceux des villes et des campagnes, Le Corbusier ne cesse d'accumuler des notations, nourrissant son discours de ses impressions, en utilisant des médias comme le dessin, comme la photographie au début, et à nouveau brièvement dans les années 30, comme l'a montré Tim Benton. Mais c'est le dessin qui, au travers de ses carnets de poche, dont la série constitue un véritable journal de voyage, qui reste finalement le récit le plus continu.
Le Corbusier s'attache aussi à utiliser ces conférences, innombrables à partir du début des années 20, pour pratiquer ce que j'appellerais, pour se mettre dans ce que j'appellerais une posture de dévoilement vis-à-vis du paysage, qui prend une dimension parfois épique. Il présente en quelques mots ou en quelques traits son interprétation d'un paysage découvert depuis plusieurs modes de locomotion, comme j'y reviendrai. Il écrit dans Précision en 1930, après avoir conclu une tournée de conférences en Amérique latine: « Chaque ville que je visite m'apparaît sous un certain jour, j'y sens certains besoins, je me fixe une ligne de conduite appropriée à mon public. » C'est ce qu'il fit à Moscou en 1928 lorsqu'il proposa pratiquement de faire à Moscou l'opération qu'il préconisait à Paris avec le plan voisin de refondation complète de la ville. Alors, je voudrais terminer avec un propos qui me tient à cœur sur le statut des paysages dans les projets de Le Corbusier. Des temporalités distinctes gouvernent ces réponses. La joie de partager la découverte encore toute fraîche d'un site à peine entrevu correspond à un moment ponctuel, bien qu'elle soit ensuite pérennisée dans un récit, dans un de ses nombreux récits. Ces instantanés s'inscrivent sur une toile de fond de réflexion qui l'accompagne pendant toute sa vie et compte alimenter ses découvertes précoces. On sait, et j'y reviendrai, combien il compulse ses premiers carnets de croquis lorsqu'il élabore son œuvre tardive. Mon grand ami disparu, Manfredo Tafuri, a su à juste titre interpréter le contraste entre machine et mémoire dans son œuvre. Mais je parlerai plutôt, quant à moi, de la machine à mémoire que représente cette œuvre de notation paysagère dans son déploiement. Enregistrant les paysages verbalement autant que visuellement, il peut réinvestir sans cesse les lieux l'ayant touché, en les transformant en ce que l'on pourrait nommer, à l'image des objectifs puristes, des objectifs de ces natures mortes puristes, des paysages types. Et ces paysages types qu'il découvre et dont il va, qui vont tous l'habiter, sont souvent formés à partir des réminiscences que l'on pourrait assimiler à des scènes primitives, concept proposé par Freud pour rendre compte de la situation de l'enfant assistant, comme on le sait, au rapport sexuel de ses parents, ou les imaginant et restant saisis par l'apparente violence faite à la mère par le père dans ce qui lui semble être une sorte de lutte. Cette violence cachée et dévoilée trouverait son analogue dans la relation entre l'édifice et le site naturel, que Jeanneret ne manque pas d'observer, puis, une fois devenu Le Corbusier, de reproduire dans ses projets. Il ne dédaigne pas, d'ailleurs, les analogies érotiques dans ses observations du corps urbain, notant par exemple en 1934 qu'Alger, qu'il quitte par la mer, on le verra, vexé, mal reçu, et, je cite, « un corps splendide aux hanches et aux seins souples, mais recouvert des plaques écœurantes d'une maladie de peau ». Au cours du voyage qu'il effectue en 1911 dans les Balkans et autour de la Méditerranée, Jeanneret fait deux étapes particulièrement fécondes à Athènes et à Rome. S'il analyse dans ses moindres détails la composition et la modénature du Parthénon, il s'intéresse aussi, peut-être plus, à l'Acropole, tel qu'il aperçoit, on le voit ici, dans le site élargi de l'Attique et du golfe Saronique. Quelques semaines plus tard, la découverte de Rome lui inspire d'autres remarques sur les rapports entre édifices et topographie, dans lesquels deux figures opposées apparaissent. La première, on la verra, c'est celle de la longue horizontale opposée au relief mouvementé au magma de la ville existante, dont les galeries de Bramante au Vatican fournissent l'archétype. Et puis l'autre figure, c'est celle des volumes platoniques, c'est celle des formes géométriques simples sur lesquelles il construira sa théorie de l'architecture. Ces paysages types transcrits dans les carnets seront déclinés sous les espèces les plus variées. Et je m'arrête sur le site d'Athènes tel qu'il réapparaît de façon tout à fait symptomatique dans une conférence de Chicago en 1935. Regardez, dans laquelle Le Corbusier parle de son plan pour Barcelone et de son plan pour Alger. Mais au milieu,
il évoque cette notion de cité-jardin verticale, une sorte de double oxymore. Cité-jardin, c'est un oxymore, une ville qui serait un jardin. Une ville qui serait un jardin et qui serait verticale en plus, c'en est encore un autre. C'est un oxymore au carré. 10 ans ici, en 1945, donc 10 ans avant de recevoir la commande de l'unité d'habitation de Marseille, il dessine lors de cette conférence à l'hôtel Stevens de Chicago cette cité-jardin verticale en l'inscrivant entre la ligne de craie bleue de la mer et la silhouette des montagnes. Exactement comme il avait dessiné l'Acropole depuis le Lycabette en 1911. Une autre dialectique porte moins sur le placement des édifices, comme l'Acropole sur le Parthénon ou le rassemblage, que sur le regard qu'ils permettent de porter de l'intérieur vers le paysage, quand bien même ils sont posés en réaction ou en opposition à lui. Ces intérieurs, en quelque sorte voyeurs, peuvent être autonomes, comme c'est le cas des maisons dans lesquelles Béatrice Colomina a justement vu des machines à voir, des caméras cinématographiques. Des projets parmi les plus génériques, pouvant être implantés en des lieux multiples, sont cependant conçus comme des chambres claires permettant d'observer les lointains. Ils sont aussi mobiles, ces objets, ces bâtiments, qui ne sont jamais placés au hasard, que l'était le Kodak Box, avec lequel Jeanne Ray avait fixé quelques-unes des images de son voyage d'Orient en 1911. Mais les grands édifices linéaires conçus à partir des années 20 peuvent aussi jouer ce rôle, car ils sont constitués par une succession de cellules, composants modulaires, depuis lesquels la contemplation du paysage est possible. C'est le cas ici avec ce dessin sur les grandes courbes du plan de Rio. C'est là que cette approche est formulée très clairement. Les cellules de ce plan qui avait été élaboré une première fois en 1929 permettent d'en découvrir les beautés. Le Corbusier écrit « La chambre est installée face au site, le paysage entre tout entier dans la chambre ». Et dans cette version de son dessin qui est publié dans la Maison des Hommes en 1942, il écrit, je cite, « Le pacte avec la nature a été scellé par des dispositifs d'urbanisme. Il est possible d'inscrire la nature dans le bail. » Et il généralise son dispositif, regardant des sites déjà explorés et d'autres vers lesquels son désir le porte. Rio est un site célèbre, mais Alger, mais Marseille, mais Oran, Nice et toute la Côte d'Azur, Barcelone et tant de villes maritimes ou continentales disposent de paysages admirables qu'il pourrait ainsi saisir dans la chambre claire de ces édifices. Et c'est ce qu'il se propose encore dans les années 50 avec cette chambre de l'hôtel d'Orsay, dont on pourrait dire, pour paraphraser une boutade que l'on entendait souvent à Varsovie à propos du palais de la culture et de la science qu'avait donné Staline à la Pologne de l'après-guerre, que l'homme le plus heureux de Varsovie en était le concierge qui ne pouvait pas le voir depuis sa loge. Donc on ne voit pas depuis cette chambre cet hôtel d'Orsay, cette tour assez décevante. Lorsqu'il élabore son projet pour l'hôtel d'Orsay, il y a pratiquement un demi-siècle que Le Corbusier réfléchit aux traits généraux des paysages des villes et à leur transformation. Ses premières notations sur ce thème se rattachent à la commande par le platonnier d'un ouvrage sur l'urbanisme, qui s'inscrit, comme je l'ai dit, et je le raconterai plus précisément, dans la conjoncture très précise de la naissance de l'urbanisme. Son ouvrage homonyme, publié en 1925, dont l'écho sera presque comparable à celui de Vers une architecture, son manifeste, publié 2 ans plus tôt, contient aussi des considérations sur la composition d'ensemble de la ville, tel qu'un nouveau type de regard permet de l'imaginer. Il s'intéresse à la pureté reconquise de l'horizon urbain que permettrait son plan et s'oppose à ces paysages désordonnés, effrayants, comme celui de Manhattan. Les réflexions de Corbusier, de façon tout à fait asymptomatique, sont placées dans son ouvrage à l'enseigne du paysage urbain. C'est un syntagme qui a eu depuis une très grande popularité,
paysage urbain ou urban landscape. Il est, à l'instar de beaucoup de ceux utilisés par Le Corbusier, comme celui de la cité-jardin verticale, un pur oxymore, car le terme de paysage jusqu'au début du XXe siècle dénotait exclusivement des espaces ruraux, sauvages ou cultivés. Donc Le Corbusier a une contribution, là je fais une hypothèse peut-être excessive, mais je pense qu'il a une contribution tout à fait déterminante à la formation de cette notion de paysage urbain qui, encore une fois, est largement utilisée aujourd'hui. Dans la version allemande d'urbanisme que Hans Hildebrand publie en 1929, paysage urbain est traduit par Stadtlandschaft, terme dont le succès sera tout à fait extraordinaire en Allemagne. Stadtlandschaft, ça n'est pas tant le paysage urbain qui serait le städtische Landschaft que plutôt la ville comme paysage, la ville pensée comme paysage. C'est un terme qui aura un grand succès dans les années 20 et 30, et notamment dans la politique territoriale des nazis, pour laquelle Le Corbusier n'aura strictement aucune responsabilité. Alors je voulais aujourd'hui, mais je n'en ai pas le temps, j'y reviendrai la semaine prochaine, m'intéresser à une dimension très particulière de ce rapport de Le Corbusier au paysage et qui se mesure dans ses dessins. Et je le fais en évoquant un livre plus tardif que ses premiers dessins, le livre que publie Laszlo Moholy-Nagy en 1947, Vision in Motion, livre dans lequel la dimension du mouvement, de la mobilité, est largement utilisée, mobilité de la caméra, mobilité observée dans la ville. On peut dire que la vision du paysage par Le Corbusier a ceci de nouveau, qu'elle est fondée sur le mouvement et sur les mobilités. Encore une fois, ce sont des thèmes qui avaient été abordés dans ce numéro de Casabella dont j'ai déjà parlé il y a longtemps, mais je voudrais revenir à ces différentes échelles de lecture du paysage que donnent respectivement l'automobile, le chemin de fer, le bateau et l'avion. Et c'est ce dont je parlerai la semaine prochaine. Je voudrais, pour terminer, vous donner un aperçu de ce que ce cours vous présentera. Donc vous en voyez ici le fil qui est un fil diachronique, une introduction aujourd'hui et une première découverte des moments de la formation nomade de Le Corbusier avant la guerre de 14, la semaine prochaine. Paris comme laboratoire aussi pour l'observation du paysage urbain, paysage métropolitain de Moscou à Buenos Aires et Alger, les tentations du côté de ce que j'appellerais les paysages politiques français entre le Front populaire et la Libération, position qu'il convient de saisir dans la longue durée, la question du logis à ses différentes échelles, le paysage comme matrice des projets tardifs qui sont, enfin des projets de l'âge mûr plutôt que des projets tardifs comme Ronchamp ou La Tourette qui sont conçus à partir de leur inscription dans le site, comme c'est le cas en Inde. Et enfin, je reviendrai avec Le Corbusier vers les rivages de la Méditerranée, car vous le comprenez, le fil qui sera celui de son cours est à la fois biographique, géographique et thématique, conduisant des plateaux du Jura où Le Corbusier était né en 1887 aux rives de la Méditerranée, où il mourra en 1965. Le 13 juin, un colloque réunira une pléiade de chercheurs de différentes générations et de différents horizons. Tim Benton, Véronique Boone qui parlera du cinéma, Marie-Jeanne Dumont, Romy Golan qui parlera de la tapisserie et d'autres thèmes artistiques, La Huerta qui parlera du rapport de Los de Le Corbusier à Los, Pancho Liernour sur un thème latino-américain, Daniel Poli sur les dessins, Bruno Reichlin autour sans doute des questions de l'intertextualité interne, de l'autoréférentialité de Le Corbusier, Anna Rosellini sur les problèmes de la matérialité de son œuvre et Tourniquetti sur son rapport à la Grèce. Si tout va bien, il est possible qu'une petite partie artistique soit jointe à ce colloque sous forme d'une lecture croisée par deux acteurs d'extraits de textes de Le Corbusier et de Valéry. Dialogue très intéressant
qui a été élaboré par Clotilde Félix Fromentin, mais je vous le confirmerai en temps utile. Merci.